dont autrefois on envisageait l'avenir. Et effectivement, qu'avec notre ami Parent, Olivier Parent, nous avons eu une magnifique exemple de ce travail extrêmement intéressant qui est la rétroprospective, c'est-à-dire d'utiliser la prospective pour regarder la manière dont autrefois on imaginait le futur. Il y a des images absolument extraordinaires dans ce domaine. Donc, merci Olivier Parent, et je passe la parole à Loïc pour introduire cet après-midi. Donc, nous basculons complètement en Amérique. Loïc, et qu'allons-nous faire durant cet après-midi? Alors, un petit rappel, puisque peut-être que quelques participants n'ont pas assisté à la matinée et nous rejoignent simplement pour cet après-midi. Donc, c'est une journée complète qui s'appelle Ecosystem in Motion. C'est aussi le nom d'un cycle de 3 journées. Donc, première journée aujourd'hui et les 2 autres journées en mars et en juin. Donc, c'est un tour du monde virtuel en attendant qu'on puisse faire un tour du monde réel. Donc, il est proposé par une équipe autour de Michel Salofkost, donc, qui est en charge de la prospective à l'Université catholique de Lille et qui a fait de nombreux voyages, d'où l'idée de ce cycle. Cette équipe et lui s'appuie sur les nombreux contacts tissés au cours du temps, notamment avec plusieurs personnes qui ont pu intervenir ce matin et d'autres qui vont intervenir cet après-midi. Alors, on va démarrer l'après-midi en français, puis on va glisser vers l'anglais. Donc, un premier temps, au cours d'un premier temps, donc Michel va présenter l'Amérique du Nord et puis 3 villes en Amérique du Nord. Puis, bon, ensuite, on aura 2 autres interventions. Puis, donc là, c'est plutôt l'Amérique, les États-Unis perçus, enfin vue d'Europe, si je puis dire. Et ensuite, on aura une séquence, donc là, qui sera complètement en anglais, qui sera donc toujours une vue de l'Amérique du Nord, des États-Unis, mais cette fois-ci perçue par les Américains. Et puis, on changera un peu de format. Donc, à partir de 18h, donc là, vraiment en lien avec l'université de Stanford, on aura un temps donc, de 18h à 20h sur les questions d'intelligence artificielle, de données, d'éthique, de droits de l'homme, etc. Voilà. Donc, premier temps, donc, avec Michel, on dresse le contexte du continent américain, de l'Amérique du Nord et de 3 villes en Amérique du Nord, donc San Francisco, New York et Los Angeles. Donc, c'est un pays que tu connais bien. C'est un pays qui a été au centre des médias ces dernières semaines. On sait pourquoi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Michel? D'abord, merci Loïc de ce dialogue. Je suis très heureux de le faire avec toi puisque tu es géographe et que là, nous nous déplaçons géographiquement. C'est le cas. On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Oui, ça y est, on a repris le son. Merci. Vous avez arrêté de nous entendre à quel moment? Au tout début, on n'a rien entendu de ton exposé, Michel. Ah, d'accord, très bien. Alors, peut-être et l'introduction de Loïc, vous avez entendu l'introduction de Loïc? Oui. D'accord, très bien. Bon, alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous dire quand vous avez une perte de son. C'est l'intelligence artificielle qui est tellement grande que parfois, elle prend la main sur nous. Donc, ce que je disais, c'est que je suis très content d'avoir cet échange avec Loïc Aubray, qui est géographe. Alors peut-être d'ailleurs, Loïc, c'est l'occasion aussi de te présenter, puisque
on n'a pas eu l'occasion de te présenter. Donc peut-être de dire 2 mots sur toi dans ce dialogue qu'on va avoir ensemble en tant que géographe, puisqu'on va parler de géographie. Alors merci. Alors je suis plutôt un géographe de la... Puisqu'en France, on a cette catégorie qui distingue la géographie humaine et la géographie physique. Et donc, je me suis toujours intéressé plutôt aux aspects humains, entre guillemets. Et donc, j'ai travaillé principalement sur les politiques de l'habitat, donc en dirigeant une équipe, en étant membre d'abord, puis en dirigeant une équipe au sein de l'université qui a travaillé sur 2 sujets, les questions d'économie de la santé, donc avec notre ancienne présidente Thérèse Lebrun, et aussi sur les politiques d'habitat, donc sur les besoins en logement, les politiques nationales et locales du logement. Donc, je suis plutôt quelqu'un de la géographie humaine, et donc c'est bien cette dimension humaine que l'on va considérer en découvrant le continent américain. Voilà, alors merci Loïc, et je suis vraiment très heureux de dialoguer avec un géographe, parce que moi-même je ne suis absolument pas géographe. Ce qui m'a intéressé depuis mon plus jeune âge, c'est la dimension philosophique, mais ça se recoupe, parce que la géographie crée, d'ailleurs c'est toute une théorie de géographie qui dit que les paysages créent un certain type de culture. Quand vous vivez dans un monde aride, peut-être vous allez avoir un certain type de culture plutôt différent si vous vivez au pôle Nord, ou etc. Donc, on va découvrir l'Amérique. Alors, l'Amérique aujourd'hui, immédiatement, l'image qui me vient, alors d'autant plus que si vous avez suivi les nouvelles de ces 30 derniers jours, c'est étonnant, c'est un pays divisé. Alors, c'est un pays divisé d'abord entre le Nord et le Sud, puisque vous avez le Nord qui est un des pays les plus riches et les plus avancés de la planète, et le Sud qui est un des pays les plus pauvres, avec des zones de très très grande pauvreté, avec des favelas qui sont des zones de pauvreté extrême. Donc c'est divisé déjà du nord au sud avec une image, c'est un miroir du monde, puisque effectivement dans tous mes voyages, quand j'ai sillonné la planète, j'ai été immédiatement choqué, on le sait dans les livres, on le lit dans les livres, mais c'est une autre chose de le voir, entre la richesse du nord et la pauvreté du sud. Il y a un clivage immense, et on l'a déjà dans le continent américain. Mais je suis sûr que quand je vous dis ça, vous pensiez que j'allais vous parler de la division américaine, de l'Amérique du Nord. Et effectivement, l'Amérique du Nord lui-même, un des pays les plus riches au monde, la superpuissance planétaire actuelle, qui est en train d'être rattrapée par la Chine, eh bien, cette superpuissance, comme vous l'avez pu la voir, et on l'a vu à la télévision ces derniers jours, elle est complètement divisée à l'intérieur même entre démocrates et républicains, entre porteurs du masque et non porteurs du masque, puisqu'ils en ont fait même un signe politique, ce qui est tout de même effectivement une sorte d'absurdité, et entre le mensonge et la vérité aussi. C'est le pays des fake news, puisqu'on en arrive sur une équilibration complètement fausse, créer une réalité qui devient la réalité de millions de personnes. Donc, on a un exemple extraordinaire de quelque chose qui peut nous attendre dans le futur, qui est la question de la relation à la réalité et au mensonge, de la vérité et au mensonge, et de la réalité et de la fiction. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre Blade Runner, parce qu'on est aussi dans ce film écrit il y a très longtemps, déjà dans ce questionnement. C'est pour ça qu'il est absolument visionnaire. Alors, je vais parler de l'Amérique du Nord plus particulièrement, puisque nous, on s'est intéressé aux écosystèmes innovants et qu'effectivement, ces écosystèmes innovants, en fait, ils sont extrêmement concentrés. Et c'est d'ailleurs un des aspects de la problématique contemporaine, c'est la concentration, tout le monde le sait, la concentration de l'argent. 5 personnes les plus riches de la planète sont plus riches que la moitié de la population de la planète. Enfin, c'est effarant. On est dans des concentrations de richesses absolument phénoménales, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et puis, on a aussi une extraordinaire concentration de l'information. Et ça, on en parle beaucoup moins. Mais effectivement, transmettre de l'argent
faire circuler l'argent, c'est relativement facile. En fait, c'est un choix politique et on a fait le choix politique depuis un siècle de jouer au Monopoly. Et tout le monde, c'est assez facile de comprendre l'économie actuelle en comprenant le Monopoly. Le Monopoly, tout le monde rigole au début de la partie. Et puis à la fin de la partie, brusquement, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui ne savent pas très bien. Et à la fin, il y en a un qui a tout monopolisé. Et en fait, ce jeu, le Monopoly, il a été inventé au début du siècle par un révolutionnaire qui voulait faire comprendre à la population les risques du capitalisme. C'est amusant parce que tout le monde s'est mis à jouer au Monopoly au premier degré, sans du tout voir un mal là-dedans. Et effectivement, pour bien comprendre notre époque, c'est très simple. Il suffit de jouer au Monopoly. Alors évidemment, le jeu de Monopoly a duré un peu plus longtemps. Là, ça a duré un siècle. Mais c'est vrai qu'entre le début du siècle et maintenant, et c'est pour ça que le livre de Piketty fait le tour du monde et que l'œuvre de Piketty est extrêmement importante, effectivement, on a petit à petit une concentration de l'argent absolument phénoménale. Et cette concentration d'argent, elle est exponentielle. Donc en fait, de toute façon, elle est inscrite dans la logique même du jeu auquel nous jouons. Alors on peut essayer de la redistribuer, on peut appeler l'État pour lever des impôts considérables et essayer de la redistribuer, mais si vous voulez, c'est un peu comme essayer de vider la mer avec une cuillère. De toute façon, le phénomène de concentration de l'argent, il est dans le système lui-même. Et nous avons été dans 3 villes qui sont au cœur de cette concentration d'informations et aussi de richesses, San Francisco, New York, Los Angeles. Donc, effectivement, trois villes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que tu caractérises ces villes. Donc, c'est les 3 villes qui sont, pour lesquelles donc, on observe dans chacune d'elles donc, un écosystème, donc un écosystème qui lui est propre. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que tu puisses caractériser ces écosystèmes et aussi dire quelle est la dynamique à l'œuvre, notamment parce que la hiérarchie entre ces villes évolue au cours du temps. Et on peut évoquer aussi la question du basculement. Et donc, ce terme de basculement, je pense que c'est un terme qui peut nous servir de fil conducteur hein, pour décrire justement cette dynamique, l'évolution de la position respective de ces 3 villes. Donc, San Francisco, New York, Los Angeles. San Francisco d'abord, peut-être? Oui, alors San Francisco, c'est une ville où je suis allé pendant 20 ans, 2 à 3 mois par an, parce que d'abord, j'avais prévu d'aller y habiter. Et puis, un ami m'a dit, mais est-ce que tu ne ferais pas mieux, finalement, d'y aller régulièrement, mais de rester en France? Et effectivement, j'avais un autre ami qui vivait là-bas, que certains d'entre vous ont sûrement connu, qui s'appelait Pascal Baudry, qui avait monté une entreprise là-bas. Et finalement, après avoir acquis la nationalité américaine, il est revenu. Alors, je me suis dit, plutôt que d'aller et de revenir, et de passer un temps fou à acquérir la nationalité américaine pour après revenir en France, autant être entre les deux. Donc, j'ai passé une grande partie de ma vie à voyager entre Paris et San Francisco, et notamment à emmener des cadres dirigeants, notamment d'Orange, c'est comme ça que j'ai connu Pierre Giorgini, visiter la Californie, notamment ceux qui avaient gagné les prix de l'innovation. C'était les meilleurs ingénieurs d'Orange qui avaient des milliers de chercheurs, et on les emmenait découvrir San Francisco. Donc San Francisco, c'est une ville où j'ai quasiment étudié chacune des rues, j'ai rencontré des milliers de personnes, et j'étais payé juste pour découvrir San Francisco. C'était tout de même une grande chance, parce que petit à petit, j'ai découvert une ville tout à fait étonnante, et bien au-delà de tout ce que j'imaginais en tant qu'Européen. J'arrivais avec tous mes idées préconçues, le fait que les États-Unis, finalement, n'étaient pas si en avance que ça, etc., etc. Or, San Francisco, il y a 3 caractéristiques qui la caractérisent et qui font qu'elle est incomparable avec toute autre destination. On a fait plus de 50 villes, on a étudié plus de 50 villes comme ça, dans les écosystèmes innovants. Dans notre tour du monde, on en a gardé uniquement 17, mais c'est pour dire qu'on a vu beaucoup de villes, et notamment autour de San Francisco,
En Californie, j'ai vu plus d'une trentaine de villes. Donc, si je choisis San Francisco, en particulier en Californie, c'est parce que, et dans le monde, c'est tout à fait un choix raisonné. San Francisco est la seule ville au monde qui est née, on pourrait dire, ces 50 dernières années. C'est-à-dire que c'est une ville qui s'est construite avec une émigration massive qui commence à partir des années 50. Stanford est la plus grande université de la planète en termes d'espace géographique occupé, parce que tout simplement, il n'y avait rien. Au début du siècle, il n'y avait rien en Californie. Il n'y avait pas grand-chose. Et cette ville a littéralement explosé jusqu'à devenir, ces dernières années, un nouveau centre du monde. C'est-à-dire que j'ai vu de mon vivant le monde basculer de New York à San Francisco. C'est très rare d'avoir la chance, durant sa vie, de voir un basculement de ce que Jacques Attali a très bien expliqué, le centre du monde. C'est-à-dire qu'à chaque époque, il y a un centre du monde. Le dernier grand centre du monde qui existait, c'est New York. Et tout le monde pensait, même à l'aube de l'an 2000, au moment où la bulle Internet s'effondrait et que brusquement on se disait, et d'ailleurs San Francisco s'effondrait avec la bulle Internet, on se disait, oui, New York est là pour être la grande ville du 21e siècle. Tout le monde a pensé que la grande ville du 21e siècle, c'était New York, de manière incontournable, indéboulonnable. Eh bien non. Aujourd'hui, quand vous êtes à San Francisco, des ambassades, les plus grandes entreprises du monde viennent s'installer à San Francisco pour étudier ce qui est en train de se passer. C'est une évolution extraordinaire qui dépasse ce que j'ai vu à New York il y a 30 ans. Donc San Francisco, c'est en train de devenir le centre du monde. C'est aussi une ville qui, depuis 50 ans, tous les ans, se réinvente complètement. Alors, qu'est-ce qui explique ce développement exponentiel? Alors, il y a une chose qui explique ce phénomène absolument incroyable. C'est tout simplement que la révolution industrielle, quand vous étudiez la révolution industrielle, elle se fait en même temps, en parallèle, à Londres, à Berlin, à Paris, à New York. En parallèle, un certain nombre de grandes villes deviennent des grandes villes industrielles. Donc, si vous remontez en 1900, quand on fait la grande exposition universelle à Paris, Paris est d'ailleurs la Silicon Valley à l'époque, c'est le centre du monde. En 1900, on peut dire qu'un des centres du monde essentiels, c'est Paris. Mais on a en concurrence à Paris, Londres, par exemple, qui est en pleine ébullition industrielle. On a Berlin, on a les Allemands qui deviennent... Et d'ailleurs, en fait, quand vous regardez les grands pays qui ont colonisé l'ensemble du monde d'une manière vertigineuse, puisque les historiens nous expliquent qu'en 50 ans, les pays modernes qui avaient inventé la révolution industrielle ont colonisé 90% des terres immergées du globe. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Amérique. Mais l'Amérique était d'elle-même une colonie, en fait, quand on regarde. Eh bien, aujourd'hui, la révolution numérique, elle se fait dans un seul endroit. D'une manière plus concentrée. D'une manière hyper concentrée, ce qui est un paradoxe, puisque au contraire, le numérique devrait nous permettre de nous diffuser. Vous avez dans 1 kilomètre plus de venture capital qu'aucun endroit de la planète. Et c'est dans 1 kilomètre carré où vous avez des personnes qui sont prêtes à faire des chèques de 100 millions, comme ça, sur un bout de table. C'est historique, ça s'est fait comme ça. Google, ça s'est fait comme ça. Et ça, c'est unique au monde. C'est-à-dire, c'est le mixte d'énormément d'argent, mais aussi d'un esprit d'aventure et de fait de miser des sommes considérables sur des enjeux incertains qu'aucun banquier ne financerait. Et ça a donné l'explosion du digital. Et cette explosion du digital, aussi, il faut le comprendre, il est rendu possible par la nature même du digital, c'est-à-dire le fait que les puces informatiques, eh bien, elles doublent de puissance tous les 18 mois, tout en voyant leur prix divisé par 2. Et ça, aucune industrie, jamais,
ni l'industrie automobile, ni même le pétrole n'ont connu un développement et une création de valeur aussi importante. Ça, c'est le moteur de San Francisco. Alors, ça, c'est le moteur, c'est le digital, avec ses caractéristiques très spécifiques qui en font un espace de création de richesse absolument incroyable. Et ce qui fait qu'on assiste aujourd'hui à San Francisco même, à l'instant même, au bout d'un siècle de développement industriel, pour la première fois au basculement des plus grandes capitalisations du pétrole au numérique. Parce que les plus grandes capitalisations de la planète aujourd'hui, et justement a fortiori pendant le Covid, parce qu'elles ont continué à exploser pendant le Covid, ce qui ne s'était jamais vu, c'est les fortunes liées au numérique qui ont remplacé les plus grandes fortunes historiques de tous les temps qui étaient liées au pétrole. Et donc on assiste sous nos yeux au basculement du monde de la civilisation du pétrole à la civilisation du numérique. Alors, et New York, on n'en parle plus? Alors, New York a été complètement estomaqué par tout ça. Alors, New York, c'est une ville martyre, parce qu'il y a eu le 11 septembre. C'est quelque chose d'inimaginable, le 11 septembre. Mais en même temps, en parallèle, il y avait la montée absolument incroyable de cette valeur et de ces entreprises qui n'existaient pas il y a encore quelques années et qui sont devenues gigantesques et planétaires. Donc, si par exemple, les grands pays modernes ont colonisé la planète en 50 ans, 90% de la planète, on peut dire que Google a colonisé l'ensemble de la planète en 10 ans. Mais il n'a pas colonisé que les territoires, il a colonisé nos cerveaux. C'est-à-dire que on est tous connectés à travers Google. On est tous répertoriés dans Google. Il faut bien se rendre compte qu'on est en train de vivre quelque chose d'absolument inimaginable qui dépasse tous les science-fiction, y compris ce film d'ailleurs de science-fiction qu'on a vu à midi. C'est peut-être un de ceux qui a mieux décrit ça, c'est Joël de Renet. C'est-à-dire que le fait qu'on a hybridé 7 milliards d'êtres humains avec à peu près 14 milliards d'ordinateurs, puisqu'on a tous, il existe, et que, si vous voulez, l'intelligence humaine, la planète tout entière, comme Teilhard de Chardin l'avait très bien imaginé à son époque, est devenue un cerveau, où chacun d'entre nous est un neurone connecté à travers notre ordinateur à des milliers d'autres neurones, et que les échanges de nos consciences à travers le réseau informatique, crée chaque année plus de connaissances que toute l'histoire de l'humanité. Donc on est dans une évolution exponentielle de la connaissance absolument extraordinaire. Et San Francisco est au cœur de ça. D'accord. Et alors, comment New York résiste? Alors New York, c'est très intéressant parce que New York, la dernière fois que j'y suis allé, il y a 2 ans, elle fait tout pour résister. C'est-à-dire qu'elle a investi 100 millions dans le plus grand incubateur et ils ont repris une île qui était occupée par des usines, une friche industrielle de l'ère industrielle, justement, c'est intéressant, c'est le changement de civilisation, et ils l'ont transformé avec l'aide de l'université de Cornell en un gigantesque incubateur. En fait, ils ont fait un peu ce que nous, on a fait à Lille avec Euratechnologie. On a pris une friche industrielle, on l'a transformée. Et c'est ce qu'on observe un peu dans le monde entier. Je reviens de Pékin. Pékin, il y a des centaines de friches industrielles qui sont en train d'être transformées en gigantesques incubateurs pour des startups. Alors, par rapport à Euratechnologie, qui était un des premiers incubateurs en Europe et un des plus grands de France, on est dans des échelles complètement différentes de taille. Donc, New York essaie de reprendre le dessus, y compris dans le numérique. Alors, ceci dit, San Francisco, en se développant autour du numérique, a écrasé un peu tous les autres secteurs. San Francisco a essayé de se lancer, par exemple, dans les panneaux solaires, mais ils ont été dépassés très vite par les Chinois. New York reste le centre du monde dans le domaine de l'édition, par exemple. Ça reste le centre du monde de la culture. Les musées new-yorkais sont parmi les plus vastes du monde. Et là, on a quelque chose de très comparable à Paris, qui reste une des villes les plus culturelles de la planète. Donc, New York, c'est une ville qui a une histoire, une profondeur. Voilà. Et alors, ceci dit, ces 2 villes sont tout à fait particulières parce que ces 2 villes nouvelles, en quelque sorte. Alors, New York étant beaucoup moins nouvelle, puisque New York, elle a 3 siècles. San Francisco, elle a explosé à partir des années 50.
À l'époque, je vous rappelle que c'était une ville de la contre-culture, c'était un peu un lieu en marge de la civilisation qui inventait des cultures différentes, et notamment la culture hippie qui après s'est répandue, mais qui était très, très marginale à l'époque. New York, c'est une fantastique multipode de toutes les cultures. Et d'ailleurs, ces deux villes qui sont incomparables à toute autre ville, c'est parce qu'elles sont aussi des melting pots, des mélanges culturels absolument extraordinaires. Alors, la troisième ville, c'est Los Angeles. Et là, on a trois villes qui, en fait, dominent en termes de soft power le monde entier, parce que ces trois villes qui, en fait, New York, c'est à travers la culture, le cinéma, l'édition, première place de l'édition planétaire. Pratiquement aucun best-seller ne peut devenir un best-seller planétaire en ne passant pas par New York. C'est là qu'il y a les plus grands éditeurs de la planète. Los Angeles et le numérique, San Francisco, donc c'est le numérique. New York, c'est l'édition, c'est la communication, la publicité, Time Magazine. Et la finance. Et la finance. Alors, New York, évidemment, c'est la finance. C'est la première place financière de la planète. Hein. Et y compris les valeurs, d'ailleurs, développées à San Francisco, après, elles sont coûtées à New York. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Et Los Angeles, évidemment, en termes de soft power, c'est une ville essentielle pour comprendre les États-Unis, puisque c'est la capitale du cinéma, mais d'un cinéma qui se répand dans le monde entier, qui a influé pendant un siècle la planète tout entière. Et Los Angeles vit aussi une crise, comme New York, par rapport à San Francisco, parce que tout simplement, les grandes réussites médiatiques comme Netflix, elles ne sont pas à Los Angeles, elles sont aussi à San Francisco. Netflix, c'est une start-up, une petite start-up qui devient qui passe devant Disney, qui passe devant des monstres qui s'étaient construits sur des dizaines d'années, alors que Netflix a explosé au niveau planétaire en quelques années. Et d'ailleurs, nous allons avoir ce soir un des principaux actionnaires et aussi administrateurs et conseillers de Netflix, une personne qui a suivi l'histoire de Netflix et qui va nous expliquer les ressorts de la réussite de ces startups qui explosent. Parce qu'il y a des ressorts stratégiques qui permettent cette transformation et cette expansion planétaire. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre en Europe, puisque, comme vous le savez, on a un mal fou à faire des licornes, c'est-à-dire à faire passer nos startups à une autre échelle. Alors, ce qui est intéressant, et on peut peut-être terminer là-dessus, c'est donc effectivement toujours autour de cette notion de basculement. Donc, New York a un atout historique et une tradition qui est celle de la finance, Los Angeles, celle du cinéma, et on voit que dans ces deux domaines, la finance et le cinéma, San Francisco en fait prend le pas du fait de sa puissance qui s'appuie sur le numérique. Oui, alors là, en plus, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et je finirai là-dessus, parce que je crois qu'on est dans les temps, et on va basculer sur la partie vraiment américaine. Là, c'est une introduction. Et Loïc, vous, en tant que géographe, vous comprendrez la dimension alors complètement historique, métaphysique de ce qui est en train de se passer. C'est le passage d'une histoire de l'humanité concentrée, construite autour de l'Atlantique, avec le basculement planétaire sur la dimension pacifique. Parce qu'avec la montée de l'Asie et la place que prend la Californie, qui a une économie aussi importante que la France, la Californie, à elle toute seule, a une économie aussi importante que la France, eh bien, on a un véritable basculement. Il y a eu un très bon livre qui s'appelait Pacific Shift, c'est-à-dire on bascule, alors que toute l'histoire de l'humanité s'est construite autour de l'Atlantique, on est en train de basculer autour du Pacifique. Et là, ça va être aussi la grande thématique de notre prochaine journée sur l'Asie, parce qu'évidemment, la montée de l'Asie est extraordinaire et la montée en puissance de la Chine est absolument passionnante à étudier par rapport à la Californie même. Mais on voit bien que de ce fait-là, il y a un basculement de la richesse de l'information autour du Pacifique. Merci beaucoup, Michel. Donc, je pense que là, on n'a pas le temps pour un échange, pour des questions, mais on aura des temps d'échange plus tard dans l'après-midi. Oui, ou on peut le faire après l'intervention de Geoffrey. Alors, Lex Paulson, qui est un des conseillers
des démocrates pour tout ce qui était Internet, qui a été un des personnages clés de l'élection d'Obama aux États-Unis, malheureusement est très occupé par tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis. Mais j'ai un autre ami, Jeffrey Sander, qui va pouvoir se joindre à nous et qui d'ailleurs doit être déjà là. Et Jeffrey est quelqu'un d'absolument passionnant parce que c'est un Américain, comme d'ailleurs Lex. C'est un Américain, mais qui a choisi de s'installer en Europe, à Copenhague, après une carrière, après des études en histoire aux États-Unis. Il racontera son parcours dans une des meilleures universités américaines. Et surtout, on a en commun d'avoir fréquenté un des think tanks clés américains qui s'appelle la Rand Corporation. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est un peu l'antichambre de la Maison Blanche. C'est un peu comme l'ENA aux États-Unis. C'est un gigantesque think tank, le plus grand think tank de la planète. C'est à peu près 2000 chercheurs, tous à peu près PhD, qui travaillent sur la politique américaine. C'est la Rand Corporation qui, dans les années 80, va inventer Internet pour des questions militaires. C'est la Rand Corporation qui, dans une grande mesure, par exemple, construit les politiques d'immigration, la théorie dans la manière de choisir l'immigration. L'immigration est extrêmement importante aux États-Unis, puisque c'est un pays d'émigrés. Donc, les États-Unis se sont toujours construits, comme on dit, sur la deuxième génération d'émigrés. C'est eux qui, dans une grande mesure, ont construit la richesse américaine. Donc, Jeffrey Sander, es-tu là? C'est toujours Oui, je suis là. I'm here, Michel. Jeffrey, alors on va basculer en anglais parce que Jeffrey parle français, il parle aussi danois parce qu'il vit au Danemark, c'est extraordinaire. Il parle l'américain, mais aussi 2 langues européennes. Mais pour lui rendre le dialogue plus facile, et puis parce que nous basculons aux États-Unis, nous allons basculer en américain, mais il est capable de comprendre vos questions en français. Donc là, on est entre le français et l'anglais. So, hi, Jeffrey, how are you? Michel, I'm well, thank you. Thank you so much for having me today, and I hope I can step in okay for Lex, who unfortunately couldn't be here today. Yes, so perhaps 1 or 2 words about your life, because that is very interesting. You are somebody who have been living in innovation ecosystem all of your life. Mm-hmm. It was. But you was very adventurous because you move from America to Europe. So can you explain us this move? Sure. No, I mean, I appreciate the introductions. I mean, I had the experience, being a Californian originally. So here it's great to hear your insights on Los Angeles and San Francisco. I come from a third innovation hub in the California space, San Diego, which focuses predominantly on defense and the defense industries. But that's a whole other conversation all in and of itself. And had the opportunity to live and study in Boston. And then, I just, as a historian, fell in love with Europe from an early age and wanted to live in Europe. And I had the opportunity to live for 3 years in France and then last 15 years in Denmark, and see that real transformation that Copenhagen had from the first time I came to Copenhagen in the mid-90s, when it was very much a large provincial city and a way of thinking about itself and its relationship to the world, to really being a city focused on setting an agenda, and their focus on the sustainability agenda and using that as a platform for transformation. I've been part of that journey as well, and that's been quite fascinating to watch. So quite interesting journey there. Thank you very much. So what do you think about this big kind of split of the two America, Democrat, Republican? Are we going, will we be able to heal this with Biden?
No, not that. That's a longer term trajectory. I mean, the split between the Republicans and the Democrats has been a generational one. It's been going on. Some people go harken back to Nixon, but it's really since the Republican Revolution in the early 90s with Newt Gingrich and that fundamental shift that occurred there, and then it's been going on. And the culture wars around it have intensified since then. One of the aspects of nuance in your presentation is not just a north-south split, it's a rural-urban split, which I think also is really important to develop and understand, particularly when we start talking about innovative urban spaces and rural spaces. And if you want to make linkages over to the European context, that rural-urban divide is something that is replicated in more and more spaces. One of the things that you see in that Republican-Democrat split, and if you take the Congress as an example and the Senate, you have a 50-50 split in the number of senators. But the US, the Democrats represent 40 million more Americans than the Republicans do. And that's because the Republicans represent largely rural states, also spreading into the US West. So states like Arizona, places like this. I think those are really important to focus upon. And I think the linkages that link back into the European context are quite pronounced when we start talking about, for example, the Republican Party being a populist movement, and then we watch populist movements in Europe as well. Yes, so the question now is how you see the future of America, because you are a futurist, you work for years with the RAND Corporation, with the major think tank, which is a major think tank about future foresight, future studies, we say this in America. But after you come in Denmark and we work together after the RAND Corporation, it is funny because we don't know each other at those times, but we have been in two major think tanks together without knowing each other. And I meet you in the Copenhagen Institute where you was continuing your work on future studies. So how you see the future of America? How America is going to invent the future of the planet? What is the purpose of America when you speak about the planet? I mean, that's the fundamental political question that's been, shifting back and forth. I mean, you have to look, one aspect is the future of American democracy. That's one question in of itself, which is quite challenging. And that's what the fight is over the next, not just 4 years under Biden, maybe 8 in the future. But the question is also the equality of access that you were, to the opportunities that America could offer, the aspects around social mobility, which is what you were linking into a bit about the differences in development. I think is something that really needs to be tackled because one of the things that we talked about with that wealth creation and wealth concentration in some of these innovative spaces, the tech billionaires in general, and their wealth creation that's occurred under the COVID crisis, we have to start thinking about how we go improving upon that. One of the aspects about pandemics is they show the weaknesses in societies that exist. And one of the things that the COVID crisis did was show the weaknesses in the American society. And those challenges around improving people's access to education, people's access to healthcare. A number of these things are necessary preconditions for the US to actually succeed in the world. Then there's a question about, does the US actually want to take a leading role in world affairs? And there is that tension. There's a hearkening back, by the Biden administration to a previous position that the US has about being the preeminent leader in global affairs. And that's a question moving forward. Does the US want to take that role? Is the US capable of taking that role in the geopolitical context? And those are things that, have to be highly debated, because you're right, there is that
shift and a fundamental shift away from a transatlantic focus in global affairs to a Pacific-oriented focus in global affairs. And if you look at what the US has done in the alliance and the structures of different trade arrangements, they had the opportunity to participate in it and have backed out. We could enter into those negotiations again, but with the 50-50 split in the Senate, do you have the representation enough for it? So these are some of these key fundamental challenges that are difficult to answer, and we have a highly divided country, as you're stating, and it could go either way. Thank you very much, Jeffrey. So the last question will come directly from what you just said is then the importance of China. The last time I was speaking with one of the major director of the RAND Corporation, who was becoming later on head of the Secret Service, American Secret Service, he was telling me how important was the growth and the power of China. Mm-hmm. So I saw it in the chat, there are questions about this. Yes, there are this Pacific shift, but what about this confrontation between America and China? And I mean, that's been the big focus for the last few years. I was participating in a debate with a global diplomatic forum in August last year. And that was one of the big challenges was the challenge in, we could say, the confrontation. There's key elements within the United States, both from the Democratic and Republican side, that continue, that see it's time to have some sort of confrontation, a return to almost a Cold War development. But that doesn't necessarily have to occur. And while we're all focused on China, I think also one of the important things is to remember India in this role. And how does that play out? I mean, we saw yesterday a confrontation once again on the border between China and India. India's role in the software economy, not just the hardware economy, which we typically focus upon. And if you also take about some of the structural aspects, aging of societies, one of the fastest aging societies in the world is China. And if you start talking about the next decade, the 2020s, that's going to be the one where the aging of society is going to have a fundamental impact. Germany is going to lose several million persons in their population due to aging, but China is as well. We're talking on the order of the next 15 years, 200 million people. All the time, India is going to be remaining young. So I understand the focus on China, and it's a very important focus. Society of over 1 billion people, the most dynamic economies, the only economy this in 2020 that had growth, if you believe their figures, at 1.8% of GDP. But we also have that aspect around the relationship between not only China, but India, the United States, and in the other countries upon, if you want to call it the Ring of Fire, where you talk from California and the geographic situation all the way around to Japan, the Philippines, Indonesia. Lots of interesting dynamics there. And I think it's too simplistic of a view to take the US-China relationship. I think it's these other players as well that are going to create a very dynamic development over the next 15 years. Yes, thank you very much for this very interesting insight about the fact that Asia is quite complex by itself. There are not only China, there are India, there are Japan, there are Korea, there are Vietnam. It is a hyper-complex world, Asia, a continent with billions of people, and Asia is growing, and the development of Asia is amazing. Not only in China, but in all the Asiatic continents. So Singapore are becoming one of the major platforms in terms of economy. Thank you very much, Jeffrey. So Loic, do you have any question who are coming?
So don't be afraid, ask your question, or you can send your comment in the chat. Any other question? Geoffrey, perhaps, do you want to ask a question to the European as an American? Well, I mean, one of the aspects, I think is one of the questions that came up was this question about new models of working and working organizations. Yes, yes. I think from Christophe. I think that that's quite a fascinating development. And I think that there's a lot of linkages. I like to think about the linkages between the regions, a comparative regional study, and which is what you're doing in your conference right now. What lessons can we see in the United States and elsewhere that we could apply potentially in the European space? And I think these new models of working, particularly when you start talking about the innovation spaces and things like that, we're seeing a great deal of focus where the macro discussions, where we're actually now are flipping into the micro discussions about innovation districts, neighborhoods, things like that. And that's what a lot of my research the last few years has been about, and how these different communities play to their strengths. And you made reference to that in your presentation, Michel, about what are the fundamental strengths that Los Angeles, San Francisco, New York, have played to, and how can you build and leverage and support upon that? And what are the different communities and elements within that ecosystem who could be a driving force from that? And I think one of the things that we're seeing is this kind of, merging of interest between the municipal government-driven aspects and then a more bottom-up hub-driven, either from anchor companies or from co-working spaces, or if you take Cambridge Innovation Center out of Kendall Square in Boston, almost developing business concepts about driving innovation ecosystems and communities. And I think that is some of the really exciting things that we're seeing, because what the COVID-19 pandemic has exposed is that, we all knew this, that we could work from anywhere, from any time, particularly knowledge workers, which is particularly when we start talking about the innovation spaces. But there are cultural barriers, organizational barriers that kept us from doing that. And what the COVID-19 pandemic was a catalyst that drove, that pushed those barriers aside, and has now accelerated the development by 10 to 15 years there where we otherwise would have been, because those barriers have been removed. So that's putting fundamental question about what's our need of space, what role does space and place play in our innovation development, and how can we bring this to bear? And so we're seeing a lot of really interesting developments where we're seeing the spaces that people work from becoming more like the co-working spaces, because you could open up and bring different entities together. And you're seeing a lot of these things being developed and driven by what we see in San Francisco and elsewhere, but then being applied here as well. Yes, thank you very much, because Geoffrey, perhaps you can say one or two words about this. You have been working a lot about the future of work, how work will evolve. And that is a very, very important question, because that is directly connected to the innovation ecosystem, because the way you work depends very much of the innovation ecosystem, and also the place, the way the working place is organized influence your way of behave inside the space. And you work on this on the for one of the major facility management of the planet, the number one actually. So can you say one or two words about the future of work? Of course. One aspect I think is quite important. If you kind of break it down into what's the future of work? How do we work, and how do organizations organize it to bring value to whatever their strategic ambitions are? That's one question. Then you have the other question about what implications does it have on our talents,
moving forward, who's in demand and who's not in demand. And the third question is, what does that mean for the spaces and technologies that support them? And I use that as kind of a framework for understanding the changes that we're seeing. And one of the aspects, and I think this is a quite fundamental one that we're still coming to grips with, is that we've broken many of, so speaking to the first one, future of work, and this ability to work remotely, and what does it mean for knowledge workers? One of the aspects that I think is quite fascinating to see is now we've kind of really removed geography from the equation. And so that could lead to a fundamental shift in the actual offshoring of knowledge work, because we're getting used to working asynchronously and agiographically. And so if we're able to do that in fundamental new ways, then we're able to break up work in new ways, and that could lead to a big boom in offshoring. So I think that's something that we need to keep monitoring in its organization, how organizations task remote work, task work in the future. At the same time, how companies are thinking about their workforce is changing. So MIT Sloan Business School just came out with a study 2 days ago, quite interesting, where they were surveying business managers of who do they think of their workforce, or how do they think of their workforce? Is it somebody that's internally to your organization, or is it a broader ecosystem? And what you're seeing is a fundamental shift away from employees being employed at your organization to an ecosystem of freelancers, consultants, and things like that. So that has shifted. It was there before the pandemic came in, but now it's being accelerated. And then there's this third element that comes in that's quite important for space and place, is that as we're entering into month 10 of working remotely and being in various stages of lockdown, I see, Michelle, that you and Loic are together in a room together. That's not the norm for many workers around the world. Is that at the same time that this way of disrupting working is becoming more present and more practicable, the aspects around wanting to be together physically, that social contact, the loneliness, all these aspects, these are becoming even more important to focus upon, because we as people just aren't capable of dealing with it. And these digital tools, while very beneficial, haven't been able to balance that social need that we need to have for direct interpersonal and physical contact, even within our working association. So these are some of these really important things that are being brought together. And so what we're seeing is all these threads are brought together and woven together. We're seeing a new model for organization emerging around what's called a hub and club, or a hub and spoke model, where you have smaller territorial spaces, offices, or centralized organizations, and then these hubs that are disparate around, co-working locations, shared facilities, things like that, that organizations are using, and then people working from home. And that model, a hybrid working model, is becoming more prevalent, and organizations are now having to, and people are now having to navigate, manage, and interact in those spaces. And they have a number of fundamental consequences for it. One of the interesting aspects is that companies save on average, or spend on average $11,000 a year per employee for the physical space that they work in. Many are hoping that they send all their employees home, that they could save all that money. But you're seeing shifts, particularly in Europe, which I think is quite interesting, where they're saying if you expect people to work from home, then you have to compensate for them, not just in terms of paying a salary, but paying part of their rent, because now it's part of the workplace. So this is not just beyond making sure people have a desk and a monitor at their home and providing those ergonomic facilities, but changing the dynamics between employees and employers. So it's quite fundamental changes that we're seeing, and they have quite a number of perspectives moving forward. Thank you very much, Jeffrey. And if you can stay with us, we are going to let's open a little the discussion, the question. On va laisser ouvert un temps pour les questions,
pour les réponses, pour des commentaires. On a été très heureux de cet échange ce matin avec l'ensemble des 80 participants. Donc, on va faire un petit moment de questions-réponses. Donc, c'est pareil, mettez vos questions, vos commentaires dans le chat, de telle manière qu'on puisse faire une sélection. Vous êtes actuellement 76 ou 99, là, je vois. On est 76, donc c'est une chance pour chacun de s'exprimer. C'est un moment particulier. On a à peu près une vingtaine de minutes pour faire ce moment d'échange, en sachant que pendant ce temps-là, eh bien, nos amis américains sont en train de se lever. Notre première intervention, qui est quelqu'un qui se lève très très tôt, Hamilton Elmer, est en train de se lever. Il est très très tôt là en Californie. Il est quelle heure? Il est 6 heures du matin. Donc on va les laisser se lever. Ils m'ont téléphoné pour me dire qu'il leur fallait encore un peu de temps avant de pouvoir parler. Donc c'est un moment d'échange avant de les accueillir, et ensuite on va vraiment basculer aux États-Unis avec des interventions des États-Unis, et notamment au-delà même des États-Unis, enfin non, toujours aux États-Unis, à Hawaï. Donc on aura vraiment fait le tour du monde, parce qu'on aura un intervenant qui interviendra de Hawaï avec 11 heures de décalage, qui est Herman Geer. On fait le tour du monde en une journée, non pas en 3 mois. Alors, Olivier, est-ce que tu vois des questions ou des remarques? Ça peut être aussi des commentaires, et ça peut être posé en français ou en anglais. Et vous pouvez aussi poser vos questions en français et en anglais, puisque Geoffrey les comprend. Et aussi, c'est des questions aussi au groupe lui-même. On peut faire des sondages avec les 74 personnes que vous êtes. Alors, j'ai d'abord une question de Francine Deprat, qui est déjà intervenue tout à l'heure. Comment est-ce que tu situes, Michel, Chicago, la ville de Chicago? Ah ben ça, il faut parler à Geoffrey, parce que Chicago, malheureusement, dans la trentaine de villes que j'ai visitées en Californie, aux États-Unis, à New York, parce que j'ai visité Boston, Washington, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas faire ça durait longtemps, donc, il y en a une trentaine, mais je n'ai pas vu Chicago. Ah, alors qui a vu Chicago? Mais il y a sûrement quelqu'un parmi nous qui a vu Chicago. Ce qui est une très grande erreur, parce que c'est une très belle ville. Oui, très grande ville industrielle. Alors, Francine, parle-nous de Chicago. Je ne savais pas que tu étais expert de Chicago. Un patrimoine architectural industriel remarquable. Yeah. Chicago est notamment dans le film Demain comme un des lieux de la réinvention. Alors peut-être parle-nous de Chicago, parce que justement, pourquoi tu veux nous parler de Chicago, et peut-être Geoffrey, si tu as des connaissances sur Chicago, ça m'intéressera aussi. Il y a l'école de Chicago quand même, il ne faut pas l'oublier. Oui, alors vas-y, plus, dis-nous un peu de quoi, c'est quoi l'école de Chicago? Je vais laisser Geoffrey en parler, il est mieux placé que moi. Okay. Well, no, Chicago. I've done a lot of actual work. I've done a lot of work in Chicago, and Chicago is the third largest city in the United States. That's one aspect. If you want to go on just sheer scale of it, behind Los Angeles and New York. But it's also, you have to remember, the home of the Chicago Mercantile Exchange. So if you want to start talking about commodities, commodity trading, innovation in the financial space, right up there with New York. University of Chicago, of course, Milton Friedman is one of the big liberal hotspots of the world, but also some of the aspects around, you start talking about insurance and insurtech, and some of the spaces around those dynamics. Chicago is world leading. Because many of the major insurance companies have had a history in the Chicago area. So a very dynamic, bright, vibrant city architecturally. Also its position on the Great Lakes in the mouth of the Mississippi, everything like that. Huge important player in agricultural
aspects in commodities, financial, et cetera, et cetera. So definitely a city to explore. Et l'école de Chicago, alors peut-être 2 mots sur l'école à Chicago, puisqu'on est... L'école de Chicago, elle est célèbre. Elle est célèbre pour le domaine économique. Pour l'économie, mais aussi pour son école urbaine, pour tout le rôle d'ailleurs de Dewey, qui a une grande influence dans le monde, pas simplement d'ailleurs en Europe, d'ailleurs un peu moins en Europe, alors qu'il a une grande influence en Chine, je vous le ferai remarquer, entre parenthèses. Donc, l'école de Chicago est une école absolument remarquable au sens de la diversité de ses approches et de la manière dont elle a marqué aussi les relations, notamment en sciences humaines, entre la France et l'Europe. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, c'était très important ce petit zoom sur Chicago. Là, donc c'est la combienième ville des États-Unis? J'ai compris la 2e ou la 3e? Jeffrey, la 3e ville des plus importantes. 3e, oui. C'est aussi Chicago est le berceau, est le grand berceau de la sociologie américaine. Les fonctionnalistes dans les années 30, ça c'est extraordinaire. Pour nous, les Français sociologues, c'est vraiment une des très très grandes références entre les sociologues fonctionnalistes, actionnalistes entre les années 30 et 50. C'est une très grande référence. Absolument, je partage complètement. Merci. On a eu une petite invention de Bouchez. Est-ce que tu veux dire 2 mots sur toi? Bouchez, non, c'est Jean-Pierre. Hein. Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre Bouchez. Non, je suis de passage là. Non, rien. Je suis moi. Je suis directeur de recherche au grand écosystème français d'Orsay, de Paris-Orsay, et donc pour parler des États-Unis, moi je suis très marqué par également les États-Unis et Chicago en particulier, qui est une formidable université. Et notamment je reparlais de l'école de sociologie, qui me paraît effectivement qui est toujours une des plus grandes références, même en France, parmi nous, hein, la sociologie des professions, la sociologie des artistes. Hein, notre ami Jeffrey know this, of course. C'est vraiment une très belle référence. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse en vous écoutant là. Alors Jean-Pierre, il faut dire d'une génération qui a été largement influencée par cette école, même si j'étais influencée aussi par Palo Alto. Mais il est clair qu'en sociologie urbaine, c'est incontestablement absolument Goffman, d'ailleurs, qui a été introduite par Bourdieu, je rappelle, par Pierre Bourdieu. J'en parle beaucoup dans mes bouquins, ça c'est tout à fait exact. Alors Jean-Pierre, on peut faire du teasing pour l'Europe aussi, puisque Jean-Pierre, tu te retrouves dans un des principaux écosystèmes européens, Saclay, et ça fait du teasing pour la dernière journée sur l'Europe, où on parlera du cas Saclay, qui est un des écosystèmes innovants les plus dynamiques en France. Donc, tu es au cœur de cela. Comment ça évolue, Saclay? Mais en 30 secondes. Oh, bah c'est un endroit, où il y a une condensation des savoirs exceptionnels. Nous sommes 14e, nous sommes montés 14e sur le classement de Shanghai, qui peut être contesté, mais qui est quand même une référence, qui est quand même un élément important. La 14e place nous donne une visibilité mondiale très importante. Moi, je vois simplement à mon niveau en tant que directeur de recherche là-bas, mes activités commerciales de conférences ont été multipliées, ne fût-ce que par ça, ce qui est absurde d'ailleurs, mais c'est une illustration de la visibilité nouvelle par 5 ou 10, quoi. Hein. Cela dit, c'est un univers extrêmement intéressant et complexe parce que nous avons à la fois où cohabite effectivement le monde académique que je représente, en tant que directeur, docteur et HDR,
et le monde des grandes écoles, qui, HEC notamment et Polytechnique, avec effectivement des difficultés qui montrent bien, qui traduisent bien d'ailleurs un peu l'esprit français dans l'échelle de prestige et de représentation de ces différentes institutions, avec effectivement des modes de coopération qui peuvent être un petit peu complexes, quoi. Voilà, ça c'est de manière extrêmement ramassée et résumée, où les jeux politiques évidemment jouent à fond. Voilà, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Simplement, c'est un micro-résumé de Paris-Saclay, où on est d'ailleurs très très bien. On a effectivement là des contacts multiples d'une très très grande richesse. Comme toujours dans ces grands écosystèmes, il faut choisir ses proches amis intellectuels et quand on a effectivement la capacité à nouer des relations intelligentes, on fait des choses formidables. Hein. Donc c'est ça l'essentiel. Merci Jean-Pierre. Donc tu parleras de Saclay, de l'écosystème de Saclay au moment où on sera sur l'Europe. De la même manière, on retrouvera Geoffrey d'ailleurs sur les pays nordiques, puisque Geoffrey maintenant vit au Danemark. Donc merci à tous les deux. Je signale tout de même que Jean-Pierre Bouchez a fait un livre absolument extraordinaire sur les écosystèmes innovants, qui est à date le meilleur, on peut le dire en toute simplicité, livre sur les écosystèmes innovants en français. D'ailleurs, tout le monde le lit ici parce que c'est le livre de référence en ce moment. Donc, Jean-Pierre nous fera l'honneur de nous parler de son livre. Mais non, mais c'est vrai. Des concepts à travers les différentes époques sur comment les écosystèmes innovants voilà, ont forgé leur concept jusqu'à aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant. Geoffrey, il faut que tu lises le livre de Jean-Pierre Bouchez en français. Tu vas voir, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Alors, on va revenir sur Chicago. On va revenir sur Chicago parce qu'on a des questions, question notamment de Christophe Pouy, en anglais à destination de Jeffrey. Chicago is also a city with a great separation between the white and black communities. How does Jeffrey see the evolution between communities in the US? On the other hand, are innovative ecosystems in the US a place of particular racial interactions? I think that's a great and it's a fundamental question. I think it also has learnings that could be applied to Europe as well, particularly with the migration. And you start talking about research that's been done on populist movements. These speak directly to the core of the challenges that face the United States, but also face Europe as well. Chicago is I think the most racially segregated city in the United States. Racial segregation in urban areas has been a fundamental problem, and it has some very deep historical and governmental policies reasons behind this. This is going back to who could get loans and who could not get bank loans for purchasing a home and things like that. So very strong institutional causes, a great deal of cultural causes, which is a fundamental problem, because if you think about what drives innovative ecosystems, it's a large part about diversity, and it's also about sharing. And one of the challenges that Chicago has, if you go to visit Chicago, the University of Chicago, which we've been talking about, is a fascinating example of this. Chicago, when you visit it as a tourist, is a beautiful, very safe city, but it's also, Chicago is one of the most deadly cities in the United States, with gun violence every night. It just occurs in the south side of Chicago in areas of great absolute poverty, with places where you have easy access to firearms, not because it's legal in Chicago, but because it could be exported in from the rural communities outside of Chicago. Then you also have, so these are some fundamental aspects of the United States that we're seeing borne out in the conflicts in our political aspects as well, relating to the votes that we just had and whose vote should count. And unfortunately, what we're seeing in the Republican Party is that they see that they don't have attraction in minority communities in significant scale.
So they're trying to block votes from these minority communities out because they're not as attractive to it. But this is, if you see the dynamics and the rhetoric that's been going on in the States, and what even Trump was appealing to was the fact that why should you vote for the Democrats, because they haven't had much success in addressing the imbalances, racial imbalances in the United States, so why don't you give me a chance? Huge impact. Why does this have linkage to Europe and the United States? There's some very interesting research going on around what drives populist movements. Sociologists in the audience probably have much greater insight into this than I do. But what drives, populist movements, of course, is the economic downturn. One of the things that we haven't talked about in our conversations is the K-shaped economic recovery that we're seeing in Europe and the United States, where knowledge workers such as ourselves have by and large been somewhat affected by the crisis, but not as badly as disadvantaged groups that are unable to work because they cannot go to work because their job is geographically fixed. And we haven't really come to terms with that division as when we talk about the future of work, when we discuss about its implications and things of that sort. So we have those challenges. We have the regional challenges that we've been talking about. Michelle talked about in the North-South context. I talked about it in a rural-urban divide, but those are too simplistic, and we have to look at some of those fundamental regional challenges that exist. What are the actual causes to them, and how do they play out? Challenge in the United States is we talk about rural-urban divides, but the more entrenched forms of poverty in the United States are actually in urban areas, not rural areas. What are the sources of inequality? That's some of the things that we have to get down to as well. What are institutional forms of inequality, and what are some of the aspects that are not institutionalized or more relative? This aspect around societal segregation is also quite key, and Chicago is a great example of this, where you have very racially divided. I wish I had the link to the presentation I had when I was working in Chicago 3 years ago. And the map of Chicago is night and day. You have the Hispanic populations living in this neighborhood. You have the Korean populations living in this neighborhood. You have the Black populations living in that neighborhood. And so you talk about the city as a melting pot, but it was kind of like you just had clumps that were there and not really any mixing in between them. But that's a huge driver of that societal segregation. And then this aspect around migration, one aspect in the European context, it has its implications, but also in the US context, it has its implications, particularly if you start having populations move from one part of the city into the other. Do the local populations accept that? And in the US, they had in the 60s, the whole element of white flight. So when you had Detroit, when you had Chicago, and the migration from the rural areas into the urban areas by African Americans, the whites in the United States fled. And we're seeing that, played out again in aspects of the United States, but also in Europe, in the conversations that we have around challenges of migration. If you look in Brexit, it's not just migration from south to north, but also from migrants from Eastern Europe into Europe as well. So these kind of questions are quite fundamental, and I thank you for bringing up the conversation about Chicago, because I think these are questions that we have to ask ourselves in a European context as well, particularly because the crisis that faces us due to COVID is much bigger than the crisis caused by the financial crisis of 2008. And the lessons that we can learn from experiences in the United States last 10 years will definitely do us well when we start thinking about what are the consequences of this economic crisis that we're seeing now and its implications for the next decade moving forward. Thank you, Jeffrey. Is there, to finish with Chicago, special places with a transition like
urban farming. We can see that in a movie seen in France 3 years ago by Cyril Dion called Demain, Tomorrow. Ouais. And you have a special experiment in Chicago. It's interesting. And do you observe that too? Special local ecosystem oriented for transition or not? Urban farming, and that is a good transition to other very, very interesting town, which is transforming. It is an ecosystem in transformation. It is Detroit. Detroit, yes. Yeah. Can you speak a little about Detroit? You know, great questions. One, I mean, if you guys are interested in Chicago, I have, you know, some very good friends who are head of, who work a lot with the Chicago Architectural Society, who you know, explore and could give really good insights into the city, much better than I can, locals' perspective. And also people who are head of innovations at the Chicago Mercantile Exchange, which is, you know, one of the oldest exchanges focusing on commodities and things like that. So I have great contacts there. I could put you into links to that to explore. And yeah, I mean, the case of Detroit is a fascinating case, and I don't know enough about it to speak to it with authority, but you know, we have to recall, you know, Detroit 50 years ago is the reverse of your discussion of San Francisco 50 years ago, because Detroit was the richest city in the United States 50 years ago, actually 60 years ago. Post-World War II, richest in the United States, and has fundamentally collapsed. They're doing aspects around urban farming, different types of involvement of the society, and that's an aspect of developing new ways to integrate, but also to you know, simply do something else other than having rotting buildings, you know, blighting the society. So it's actually a space with one of the most greatest concentration of urban farming plots in the United States. So it's definitely something to look forward to, but it's definitely innovation out of necessity as the population has drastically declined. So, you know, it'd be a good exploration in contrast. The rise of San Francisco and the fall of Detroit be a fascinating discussion of the life cycle of urban ecosystems, which I think is something that we don't often like to speak about. The rise, we like to talk about, we don't like to talk about the fall so much. And many of our ways I see in many of the academic conferences and things like that that I've seen and participated in, they only talk about the one side of the coin and not the other. Alors, il y a bien sûr Détroit qui est un cas très intéressant parce que c'est peut-être la plus grande transformation d'une ville en quelques années avec le développement de l'agriculture urbaine en plein cœur de la ville. Et d'ailleurs, là, à Lille, on est en train de transformer une grande serre en une première expérience d'agriculture urbaine avec l'école d'agriculture, l'ISA. Oui. C'est un palais urbain. Un palais urbain de la fleur, de l'agriculture, avec de la biodiversité. Alors, il y a deux villes, évidemment, puisqu'il nous reste encore un peu de temps sur les États-Unis. Et après, on va passer à la pause. Donc, vous pouvez vous préparer. Et pendant la pause, on va avoir, d'ailleurs, on va passer le film extraordinaire, un des moments les plus forts, je trouve. Enfin, moi, j'ai quasiment pleuré pendant ce moment. C'est ce poème extraordinaire d'une jeune poétesse noire au moment de l'élection présidentielle. Je pense que Geoffrey a suivi ça. C'était pendant la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Donc, on va revoir ce moment pendant la pause. Mais on ne pourrait pas terminer notre présentation sur les États-Unis sans parler de deux villes, évidemment, éminentes. C'est Washington et Boston, qui sont deux villes plus petites que New York, entre guillemets, mais qui encadrent, puisque Boston, c'est la ville de la culture stratégique américaine, avec une université absolument étonnante qui s'appelle Harvard.
qui est considérée comme tout simplement une des toutes premières universités au monde, même je pense dans les rankings, c'est tout simplement la première université du monde. Et de la même manière que l'ENA a donné beaucoup de présidents en France, Harvard a donné de nombreux présidents des États-Unis. Et aussi, ce que l'ENA a beaucoup de mal à avoir, c'est-à-dire de nombreux prix Nobel aussi. Harvard concentre une des plus grandes concentrations de prix Nobel. Donc, Boston avec l'université de Harvard et de MIT, le MIT qui est devant même Stanford, où on va être ce soir, dans le domaine de la technologie, Stanford étant la première université de la planète en sociologie, la deuxième en technologie, et Harvard et le MIT étant la première en technologie. Donc ça va être assez intéressant de découvrir ces écosystèmes qui sont tout à fait particuliers. Que pourrais-tu dire de Washington et comment vois-tu Washington aujourd'hui et évidemment de Boston? As-tu des amis qui ont fait Harvard, tout simplement en toute simplicité? Jeffrey, on ne t'entend pas. Sorry about that. No, great. I was about to say Boston. Yeah, you know, it has a very strong place in my heart. Part of my family is from Boston, and you studied in Boston as well. One aspect is to think about Boston has 45 higher education institutions in the city itself. So everybody focuses on Harvard. I think that's, you know, great. It, you know, as you mentioned yourself, has the biggest endowment anywhere in the world. But Harvard, MIT, in the context of higher education, they have brand recognition. So when we start talking about the future of higher education and the globalization of education, the expansion that they're doing also with Stanford as well, but we're focusing on Boston, is quite fascinating to see. Another aspect I think is quite interesting is the case of this linkage between the universities and innovation districts. I think is quite an interesting one, where you have one of the first innovation hubs, co-working concepts developed by the Cambridge Innovation Center, linked in, based out of Kendall Square, leveraging off MIT, and how they've been able to take that concept and almost franchise it. So almost think about it like a McDonald's of innovation, and able to open up innovation districts in cities around the United States and around now entering into Europe, into Asia. And I think some of those are quite fascinating cases to study, is them and these institutions and their linkage into the economy and the business setup, but also into being anchor points of fostering innovation and what they've done to expand that. So quite a fascinating case. And I think, again, some of those aspects are quite profound to look at and explore. Thank you very much, Jeffrey. Merci beaucoup, Jeffrey. Donc, je pense que nous arrivons un peu à la fin de notre séquence. Nous allons faire une petite pause et en 15 minutes, dans 15 minutes, nous serons aux États-Unis avec Hamilton Elmer, donc, qui m'a demandé de l'appeler précisément à 16 heures, sachant que là-bas, il est 7 heures du matin et qu'il a un rendez-vous à 8 heures. Donc, il m'a demandé d'être extrêmement précis sur l'heure. Et donc, on fera cette interview avec Hamilton Elmer. Alors, peut-être, je peux vous montrer son livre qui est devenu un des best-sellers américains du moment, Seven Power. Alors, Hamilton est un économiste, un économiste qui a fait ses études justement sur la côte Est et qui a basculé sur la côte Ouest. Et il a enseigné à Stanford et il a écrit ce livre qui reprend l'ensemble de son expérience en stratégie.
Et Hamilton a créé un des fonds américains les plus performants au monde. Tout simplement, en toute simplicité, il fait 30% de mieux que le Nasdaq. Je ne sais pas si vous voyez un peu la performance de ce type de fonds. Il gère des dizaines de milliards qui sont investis dans les GAFA. Il connaît très, très bien la Californie. Il connaît très bien un certain nombre des CEO qui dirigent les GAFA. Et il a été le conseiller spécial pendant des années du succès story Netflix. Donc, il pourra nous parler de l'intérieur, de comment ces dirigeants pensent le monde, et il nous expliquera comment ils construisent leur stratégie. Son livre est absolument extraordinaire dans ce domaine. C'est un des livres les plus importants dans l'actualité de l'économie mondiale actuelle. Donc, restez avec nous. Et pendant notre petite pause, Michel, nous allons… pour finir sur une note écologiste quand même, si tu le permets, oui, bien sûr. Je rappellerai que le rapport Meadows a été produit par le MIT. Ah oui, oui, ça c'est… Merci Francine. Puisqu'on parlait du MIT, effectivement… Je crois qu'il faut rappeler parce que c'est la première grande alerte auquel tout le monde se rallie maintenant d'ailleurs. Exactement. Merci beaucoup Francine. Et tout ça pour dire peut-être Francine, pour dire que Francine nous parlera dans notre deuxième journée sur l'Asie, parce que Francine est un des plus grands experts français sur l'Asie. Non, rajoute quand même pas. Non, mais il faut dire en toute simplicité, compte tenu de ton jeune âge, que tu es tout de même arrivé, tu as un rapport année connaissance de l'Asie qui dépasse tout le monde, puisqu'en quelques années, une courte vie, tu as côtoyé les plus grands dirigeants chinois en les connaissant en personne, en étudiant la culture chinoise. Donc, Francine, il faut dire ce qui est juste et que d'une grande mesure, la Chine te doit les TGV chinois. Enfin, ça, c'est le teasing pour la prochaine. Bon, si tu dévoiles tous les secrets d'État, alors on n'en sort plus. Oui, je sais, c'est le danger de parler trop pour des agents secrets comme nous. Bon, allez, après le côté fun, voici un moment de repos, et notamment avec cette poétesse. Alors, vous avez vu qu'on a tout de même, pour la pause, trouvé une image extraordinaire. Et je remercie Olivier qui a toujours beaucoup d'humour. Cette panthère me détend chaque fois que je la vois. Alors, une autre panthère, Amada Gorman, poète, une jeune poétesse inconnue du monde entier qui, en une séance, est devenue connue du monde entier à travers un poème absolument magnifique, digne de Rimbaud, la Rimbaud américaine. Mr. Emhoff, Americans, and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us.
We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew, that even as we hurt, we hoped, that even as we tired, we tried, that we'll forever be tied together, victorious, not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. If we're to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in all the bridges we've made. That is the promised glade, the hill we climb, if only we dare it, because being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it. We've seen a force that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. We feared it at its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour, but within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be, a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation, because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Our blunders become their burdens. But one thing is certain: if we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy and change our children's birthright. So let us leave behind a country better than the one we were left. With every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the gold-limbed hills of the west. We will rise from the wind-swept northeast, where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states. We will rise from the sun-baked south. We will rebuild, reconcile, and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country. Our people, diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade of flame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it.